Alors, bonjour Monsieur Lun Zhang. Bonjour. On prononce Lun Zhang, je crois. Oui, comme vous voulez. De toute manière, c'est une tentative phonétique. Oui, alors donc, vous êtes sinologue, vous êtes professeur d'études chinoises à Paris Université. Et puis surtout, le moment important de votre vie, c'est que vous êtes un des leaders des manifestations étudiantes de la place Tiananmen. Et cet épisode-là vous a amené à quitter la Chine et à venir vivre en France. Vous pouvez nous raconter ça ? Comme vous, vous l'avez déjà dit, en 89, maintenant ça remonte plus de 33 ans, 34 ans, il y a eu un grand événement de protestation des étudiants, un mouvement d'étudiants sur la place Tiananmen. Je crois pour les gens qui ont un certain âge, garder toujours un souvenir très vif sur ces événements. Et c'est un événement très important, ce n'est pas simplement pour la Chine, et aussi pour le monde. C'est le début de l'effondrement du monde communiste. Malheureusement, que ce mouvement s'est terminé dans la répression, dans le sang, réprimé par le gouvernement, mais c'est déclenche un mouvement plus vaste dans le monde entier. Tout le monde sait quelle est la nature de ce genre de régime. Ça a donné le dernier coup mortel pour ce genre de régime et ça conduit jusqu'à l'effondrement du mur de Berlin. L'histoire d'une page s'est tournée à l'échelle mondiale, mais malheureusement, en Chine, le régime est toujours là, mais malgré un grand changement après le mouvement, parce que le gouvernement essaie de se sauvegarder, donc ne laisser plus de l'espace libre pour la société, etc. Voilà, c'est ça, c'est l'histoire. Ouais. Alors, si vous êtes ici aujourd'hui sur le plateau de la Diaspora des Bulles, c'est parce que vous en avez fait une bande dessinée de cette histoire de Tiananmen, et puis vous revenez en fait ces jours-ci avec une bande dessinée qui s'intitule Hong Kong, Révolution de notre temps. C'est publié par Delcourt Ancrage. Et où là, ça raconte le retour, on va dire, d'une révolte de la démocratie en Chine, puisque... alors, on ne va pas faire de raccourcis. Justement, il faut qu'on reprenne un peu le cours de l'histoire. Oui. Depuis la place Tiananmen, il y a eu la rétrocession, comme on appelle ça, de Hong Kong à la Chine. Si on se met dans un temps long, si on regarde un peu ça dans un temps long, entre le 19e siècle et aujourd'hui, il y a cette fameuse phrase de Napoléon qui dit « Quand la Chine s'éveillera, le monde tremblera ». On a un peu l'impression que la Chine prend sa revanche un peu quand même de ce que l'Occident avait pu lui faire le siècle précédent. Bon, je reviens à cette histoire de Tiananmen, aussi cette bande dessinée. Sur Hong Kong, c'est parce qu'après le mouvement 89, à ce moment-là, les Hongkongais portent un soutien très actif pour ce mouvement. Donc, depuis plus de 30 ans, chaque année, il y a une commémoration de ce mouvement à Hong Kong. Parce que Hong Kong, quand même, malgré la rétrocession, il y a cette promesse faite par le gouvernement vis-à-vis des Britanniques, aussi vis-à-vis des Hongkongais. Ça veut dire qu'un pays, deux systèmes. Le système en Chine continentale, ce n'est pas le même à Hong Kong. Hong Kong, les Hongkongais peuvent continuer, vivre le capitalisme, vivre la liberté. Il faut savoir une chose importante, et ça, c'est le au cœur de cette histoire de Hong Kong, c'est qu'avant la rétrocession, et les Hongkongais, ils ont déjà pratiquement toutes les libertés modernes, l'association d'expression, etc. Sauf le droit de vote, choisir du point de vue politique le dirigeant. Mais les autorités de Pékin, avant la rétrocession, ont promis un jour on va mettre en ce processus démocratique. Voilà. Et donc,
et depuis la rétrocession, les Hongkongais revendiquent sans cesse la réalisation de ces promesses. Parce que, selon eux, la logique, c'est que tant que la Chine continentale n'est pas démocratisée, il y a toujours ce grand risque que les Hongkongais perdent de liberté après la rétrocession. La seule possibilité, c'est avoir un système démocratique pour à la fois avoir ces trois politiques, en même temps sauvegarder, préserver la liberté. C'est ça, c'est au cœur de toutes les luttes depuis la rétrocession. Malheureusement, c'est aussi, on peut expliquer pourquoi les Hongkongais activement participer à la commémoration chaque année, parce que ce mémoire devient une partie de culture politique et aussi fait partie des revendications des Hongkongais. Malheureusement, petit à petit, on voit cette liberté est perdue. Ça conduit jusqu'à le mouvement en 2019. On a vu encore une fois similaire, beaucoup d'images similaires il y a 30 ans sur le plat Tiananmen. Maintenant, c'est aussi pour cette raison, en titre de soutien pour les gens de Hong Kong qui m'ont fait sortir, qui m'ont aidé à sortir de la Chine, et aussi pour soutenir les revendications démocratiques à Hong Kong, parce que maintenant, c'est pas simplement une histoire de Hong Kong, cette ville est aussi liée à l'ensemble de l'avenir de la Chine. Donc, on a fait ce bande dessinée. C'est justement, c'était la finalité de ma question, en fond. Ouais. C'est que, après, on va revenir plus particulièrement sur le contenu de la bande dessinée, parce que je voudrais aussi vous interroger sur la façon dont elle a été faite. Mais quand on regarde le monde d'aujourd'hui, avec ce qui se passe en Ukraine, etc., on a un peu l'impression que la démocratie est battue en brèche par les autocraties, par tous ces gouvernements autoritaires, et qu'elle est en train de perdre du terrain. Voilà, vous n'avez pas fait l'impression, là, je n'ai pas eu le temps d'encore répondre à votre dernière question, c'est que c'est un vengeance de la Chine, etc. Bon, la Chine, en tant qu'une vieille civilisation, avec 1,3 milliard, 400 millions de population, les populations ont le droit d'avoir une meilleure vie aussi, se développer, les gens voulaient avoir plus de richesse, tout ça, tout à fait normal. C'est aussi pour cette raison qu'après 89, le sous-socle de cette protestation, le gouvernement cède une grande place. Maintenant, la société, les gens, sauf un sujet politique, vous ne touchez pas, faites ce que vous voulez. Cela crée une condition favorable pour le développement économique en profitant de cette grosse vague de mondialisation. C'est ça fait cette puissance économique chinoise. Mais là, c'est aussi au cœur de l'histoire de 89. C'est que, est-ce qu'on veut une Chine un jour pacifique, démocratique, en respectant plus de liberté des citoyens, ou une Chine, suite au développement, devient puissante et en même temps autoritaire? Là, c'est pas simplement une histoire pour la Chine, et en revenant à votre question, c'est aussi une histoire à l'échelle mondiale. Là, malheureusement, maintenant, on voit, c'est la deuxième piste en train de réaliser, et aussi, malheureusement, c'est la conséquence de la répression de 89. En même temps, pardon de vous couper, en même temps, on a l'impression que c'est parce qu'on est en train de vivre au sein des contradictions mêmes du capitalisme et même c'est-à-dire qu'à partir du moment où on est un peuple de la dimension de la Chine et qu'on décide d'une manière ou d'une autre, et c'est indépendamment de la dimension politique, qu'on décide de jouer un rôle conséquent dans le monde, tout le monde s'en trouve bouleversé. C'est ce que disait Napoléon. Ça c'est tout à fait normal. Je pense que comme vous avez réparé... C'est normal, mais en même temps... C'est parce que le volume de la Chine est très, très grand. C'est ça par rapport à un pays de taille moyenne. C'est normal. C'est justement là, il y a l'enjeu hyper important. Quel est le rôle de la Chine? Parce que si en termes de climat, un petit vent, ça ne change pas grand-chose. Mais s'il y a un grand tournant, ça pourrait
bouleverser le courant mondial. C'est là... Mais à tout niveau, y compris... Oui, tout à fait. Économiquement, ça placerait les États-Unis au second rang et notre système occidental même se trouverait changé. Là, j'insiste sur une chose que beaucoup de gens n'ont pas très bien compris. La Chine s'est développée jusqu'à aujourd'hui à ce niveau-là. Une grande partie, c'est la conséquence, c'est le rôle joué par l'Occident. C'est-à-dire que l'Occident permet à la Chine de se développer, avec technologie, capitaux, tout ça. Et maintenant, l'Occident se trouve dans une situation embarrassée. C'est que comment, face à ce géant, c'est l'Occident lui-même, d'une certaine manière, le fabriquer. Parce que dans un rêve de réaliser une société plus libre, si la Chine, ça c'est l'hypothèse, ça arrange tout le monde, les patrons, tout le monde, et disons que on laisse la Chine se développer. Après, on aura une société, un régime plus démocratique, plus libre, etc. Mais maintenant, c'est le problème qu'on se trouve. C'est pas vrai. Donc, quand l'enjeu, c'est devant nous, c'est comment face à cette Chine, l'Occident prend quel genre de rôle. Ça, c'est un grand défi quand l'enjeu pour Et selon vous, quel devrait être ce rôle? Moi, je pense que il y a quelques années, la Communauté européenne a lancé un nouveau document pour redéfinir ses rapports avec la Chine. Je trouve que c'est pas mal du tout. C'est sur certains dossiers, malgré ma position critique, je pense que on doit collaborer avec la Chine, par exemple sur le climat, sur certaines questions de santé mondiale, etc. On est obligé. À tout niveau, l'exploitation des ressources. Voilà, on est obligé. Ça, c'est une chose. Deuxième, ça c'est le troisième, la définition de 3 dimensions. Le deuxième, c'est le compétiteur sur la question économique, technologie, etc. Le troisième niveau, c'est la question de rival. Je ne dis pas l'ennemi, le rival, sur le système idéologique, tout ça. C'est là comment, une fois qu'on voit la Chine de cette manière, je pense que c'est pas mal défini. Mais comment concrète, mieux faire sur tel ou tel sujet, là, il y en a encore beaucoup de choses à faire. Ça nous permet de revenir à Hong Kong, parce que Hong Kong, c'est concrètement... Moi, j'ai été à Hong Kong. Et donc, pour les gens qui nous écoutent, qui nous regardent, Hong Kong, faut imaginer, ça ressemble à Gotham City dans Batman, vous savez. C'est-à-dire que c'est immense. Le port de Hong Kong, on voit des containers, mais à perte de vue, c'était le poumon de la Chine. Est-ce qu'il n'y avait pas justement à Hong Kong un modèle capitaliste qui aurait pu inspirer la Chine continentale? L'autre fois, beaucoup de gens rêvent de ça. D'ailleurs, quand Deng Xiaoping a dit qu'on garde 50 ans, un demi-siècle, le même système, même façon de vivre. Parce que Deng Xiaoping a dit que c'est possible, après beaucoup de choses... Je me permets parce que les gens n'ont peut-être pas dans l'oreille, c'est Deng Xiaoping dont vous parlez, excusez-moi. Voilà. Donc c'est possible que la Chine, c'est pas un Hong-Kong, il y a plusieurs Hong-Kong. Mais le problème, petit à petit, ça change. Maintenant, c'est plus de fait de la Chine des autres villes Hong Kong, c'est plutôt fait de Hong Kong comme une ville comme les autres chinoises. C'est là le enjeu. Ça lié avec une évolution politique à l'intérieur de la Chine. Et donc, la grande question, tout à l'heure, vous mentionnez à l'échelle mondiale, on est en train d'assister à une vague d'autoritarisme. Donc, Hong Kong, beaucoup de gens, jusqu'à maintenant, je pense que les élites occidentales, le monde démocratique, n'ont pas tout à fait bien fait cette affaire de Hong Kong. Ils n'ont pas bien anticipé cette tragédie en train de se faire. Hong Kong est en train de mourir. L'image que vous dites, c'est en train de finir. Voilà. D'ailleurs, ce n'est pas que en Hong Kong. Même en Chine, cette image qu'on a de la Chine, il y a une partie, c'est trompeuse. La Chine est en train d'assister à une autre phase de développement, économiquement en train de connaître un déclin. Je ne dis pas catastrophique, mais presque maintenant, c'est une situation très dangereuse en Chine.
l'économie, par exemple, pour les chômage, pour les jeunes, 16 ans, 24 ans, dépasse plus de 20%. Et c'est très probable, je ne dis pas tout, même au moins peut-être 30 ou 35% de chômage. Donc la Chine, c'est ça que je suis en train de dire, c'est un grand enjeu. Maintenant, simplement, beaucoup de gens gardent encore cette image, la Chine super puissante, continue de développer comme ça, comme les 30 ans d'années. Non, c'est pas vrai. Mais en même temps, on ignore la Chine tout de suite devient un acteur mineur. C'est pas vrai non plus. C'est ça, comment on fait face. Donc là, il y a cette histoire de Hangang. Hangang, c'est le premier terre perdu du monde libre après la chute du mur de Berlin. Là, je pense que du point de vue stratégique, beaucoup d'élites occidentales n'ont pas encore mesuré de l'ampleur de cet enjeu. En fait, Hong Kong annonce l'Ukraine. Comment? Hong Kong annonce l'Ukraine. Voilà, tout à fait. Vous n'avez pas fait de raison. C'est parce qu'avant l'Ukraine, Hong Kong est perdu comme ça. Et là, le monde occidental désarmé, comme ça, laisser faire. Je dis qu'il y a certains diplomates en privé qui disent on peut pas faire grand-chose. Non, je ne crois jamais ce genre de hypothèse parce qu'on pourrait faire quelque chose, anticiper quelque chose, mettre le carte sur la table, soyez plus ferme. Et donc, pas attendre aujourd'hui. C'est comme David Poutine. Et on ne peut pas dire que la guerre est inévitable. Hein? C'est là, en même temps, si les Occidentaux commencent à entrer en guerre en Ukraine et en même temps à déclencher l'hostilité avec la Chine, non, mais ça c'est aujourd'hui. Où ça nous mène tout ça? Non, mais ça c'est aujourd'hui. Ouais. Le problème, c'est que la diplomatie, c'est là que je suis en train de dire quoi. Je suis en train de dire que ce monde, maintenant, a besoin d'une vision stratégique, en moyen terme, long terme, voir des choses, pas de manière toujours un coup, réaction, retour, coup à coup, tout ça. Non, ça c'est un gros perdant. Si on regarde dans l'histoire, dans le passé, je crois qu'on a commis quand même certaines erreurs. C'est ça que je suis en train de dire. C'est ça que comment mieux comprendre l'enjeu, mieux connaître l'histoire, pas toujours de manière réaction, coup à coup. Ça, je pense que c'est un grand enjeu pour tout le monde. Alors justement, c'est ce que raconte cette bande dessinée, parce que elle est très édifiante de ce point de vue. Vous avez travaillé avec Adrien Gombaud et puis un dessinateur qui s'appelle Ango. Alors Ango, on voit bien qu'il connaît bien Hong Kong, hein, parce que je vous dis, j'y suis allé 2 fois déjà, et donc je connais les lieux, je connais l'espace, même si c'est en train de changer. On a quand même l'impression qu'il y a une espèce de petit romantisme, c'est-à-dire que le mot révolution, en France en tout cas, évoque la Révolution française, qu'il y a une espèce de petit romantisme derrière tout ça, et que le fait que ce soit des jeunes qui sont à l'origine de cette révolution, justement, est-ce que la bande dessinée telle que vous l'avez conçue, et c'est d'ailleurs ça ma question, c'est comment vous avez travaillé avec le scénariste, avec votre co-scénariste et avec le dessinateur pour essayer de faire en sorte justement qu'on sorte de cette image un peu romantique de la Révolution pour expliquer que c'est un vrai combat et un combat important? Premièrement, ce mot, la Révolution de notre temps, c'est le slogan des Hongkongais. C'est pas nous avons donné le titre. Non, on reprend exactement mot à mot de ce slogan des Hongkongais, les jeunes. C'est le slogan le plus important de ce moment en 2019. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, je pense que dans toutes les luttes, il y a une partie romantique. Quel que soit on a toujours quelque chose, parce qu'on a besoin de quelque chose romantique, utopique, idéal pour la lutte. Donc, bon, voilà, c'est là. Bon, troisièmement, je pense que la révolution, maintenant, justement, révolution, ce mot est en train de connaître certains
révolution, étymologiquement parlant. Vous savez que maintenant, autrefois, la révolution au XXe siècle, XIXe s'identifie toujours à la révolution française, révolution d'octobre, révolution communiste chinoise, etc. Mais maintenant, la révolution, depuis les années 60, 70, de plus en plus, s'identifie à quelque chose. Il y a toujours un côté de renversement, de changement un peu radical, de paradigme, tout ça, mais en même temps, de manière pacifique. Maintenant, vous voyez, entendu que révolution d'orange, révolution jasmine, tout ce genre de choses. Et là, c'est quelque chose, je pense, révolution de vert, révolution, vous comprenez. Et donc, c'est très intéressant de voir à l'échelle mondiale, on est en train d'assister à certains changements importants. Les gens ont besoin de révolution. Vous savez, notre président a écrit un ouvrage en 2017 avant l'élection aussi, il parlait de révolution. C'est vrai. Voilà, donc je ne pense pas à la révolution, c'est au sens de révolution. Mais on a besoin de quelque chose de changement démocratique, pacifique et changement quelque paradigme. Mais malheureusement, c'est en Chine, ce régime garde encore une vieille idée de révolution pour réprimer. C'est une petite bataille au sein de Alors, on a l'impression quand même qu'on a une bataille d'image, hein, parce que ça fait partie de la révolution de nos jours. Voilà, donc c'est pour ça que vous faites appel à la bande dessinée, parce que la bande dessinée permet de synthétiser quelque part des icônes. Si vous permettez, hein, je vous dis une chose. Vous mentionnez notre dessinateur, c'est un nom de plume. D'accord ? Oui, bien sûr. Il y a une raison, c'est parce qu'il a certaines craintes pour des amis à Rangang. Bon, c'est quelqu'un qui vit maintenant en France. Oui. Mais c'est là que je signale une chose. Il faut faire attention, beaucoup de Français qui pensent encore la Chine, c'est quelque chose de lointain. Vous savez que maintenant, cette Chine, d'une certaine manière, est présente. D'accord ? C'est pas l'affaire de la Chine, c'est pas une affaire de démocratisation en Chine, tout ça, liberté, les droits de l'homme en Chine, c'est pas mon affaire, ce sont des pauvres Chinois. Non, maintenant, c'est une affaire plus ou moins, directe ou indirecte, nos affaires. Vous voulez dire que ce dessinateur est proprement menacé Je ne dis pas de menacé, mais il a quand même certaines craintes. C'est là vous-même, d'ailleurs, vous aviez votre famille en Chine. Bon, moi je suis déjà là. Hein, c'est l'histoire. C'est là que moi, lui, il est français. Hein, moi, bon. Et là, vous comptez, si vous imaginez ce genre de choses, il y a 30 ans, ce n'était pas le cas. C'est ça que je suis en train de signaler aux Européennes, aux Français. Maintenant, c'est une lutte, on est sur le même plateau. C'est ça que si la Chine, hein, ça ne bouge pas, ça ne change pas, comme sur le plan de climat, on ne peut pas réussir quelque chose. Et aussi sur le plan politique de liberté, c'est pas, on pense que cette coexistence pacifique, on peut tranquille, c'est là, vivre ailleurs, c'est ça, c'est ma question. J'ai une dernière question rapide parce qu'on doit terminer. Les Juifs en Chine, ça représente quoi ? Vous savez, les Juifs en Chine, il y a toujours une bonne image. Vous savez, c'est intéressant. Hein? Moi, je connais des historiens. Vous savez, beaucoup de Juifs, il y a extraordinaire d'histoire, c'est les Juifs qui gardent cette identité hein, à travers l'histoire. Mais il y a beaucoup de Juifs qui arrivent en Chine, au cours dans l'histoire Moyen-Âge, tout ça, et disparus, mélangés avec les Chinois. Maintenant, vous avez tout à fait raison. Dans l'histoire, l'antisémitisme, Léon Poliakov donne la Chine comme un exemple de pays qui n'est pas hostile aux Juifs et qui dit qu'au fond, si les Juifs sont toujours là, c'est grâce à l'antisémitisme. Mais comme il n'y a pas d'antisémitisme en Chine, eh bien, les Juifs ne sont plus là. Il y a une histoire pendant la Deuxième Guerre mondiale aussi. Il y a beaucoup de Juifs arrivés à Shanghai après tout ça. Mais vous devez savoir, il y a une image générale des Chinois garde beaucoup d'admiration pour ce peuple, hein, parce qu'il y a énormément de philosophes, artistes, scientifiques, tout ça, proportionnellement, pas grande, mais contribution pour l'humanité. C'est extraordinaire. C'est ça que c'est une image très positive. Eh bien, Lun Zhang, merci pour cet entretien. C'est une bande dessinée qui est passionnante, qui s'appelle Hong Kong, Révolution de notre temps. C'est chez Delcourt, dans la collection Ancrage, et on sera ravis de lire ça. Merci.